La femme seule avec ses enfants s'en sort mieux que le survivaliste armé jusqu'aux dents. Je sais que ça peut heurter, que ça paraît contre-intuitif, mais j'ai analysé des centaines de scénarios de crise urbaine réelles. Pas des simulations, pas des forums, des témoignages bruts, des chronologies heure par heure. Et le profil qui survit le plus souvent n'est pas celui qu'on vous montre dans les vidéos. Ce n'est pas l'homme avec le kit tactique à 1000 € et le générateur dans le garage. C'est elle. Pas parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle est invisible. Et dans les premières heures d'un effondrement urbain, quand tout bascule, l'invisibilité vaut plus que n'importe quelle arme. Voici l'histoire de Sophie, et voici exactement ce qu'elle a fait, et ce que vous devrez faire aussi. Lyon, mardi, 2h17 du matin. Pas une alerte, pas un signal d'alarme, rien. La ville s'est éteinte d'un coup, pas progressivement, d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le monde à la source. Tous les quartiers, simultanément, le genre de panne qui n'est pas censé exister dans une ville moderne. Sophie s'est réveillée dans le noir complet. Pas de veilleuse, pas de box, pas de signal sur son téléphone, juste la batterie à 34% qui éclairait son visage d'une lumière froide dans l'obscurité totale. Son mari était à Bordeaux pour 3 jours. Dans la chambre du fond dormaient Lucas, 7 ans, et Camille, 4 ans. Son premier réflexe, comme le vôtre aurait été, a été d'allumer la lampe de chevet. Rien. Puis le plafonnier. Rien. Puis elle a compris que ce n'était pas le disjoncteur. Respire, analyse, agis. Elle s'est raccrochée à ces 3 mots. Pas parce qu'elle était parfaitement préparée. Elle ne l'était pas à cette échelle, mais parce que quelque chose en elle a refusé de paniquer avant d'avoir des informations. Cette discipline, cette fraction de seconde où l'on choisit l'analyse avant la réaction, c'est la première séparation entre ceux qui agissent et ceux qui subissent. Elle s'est approchée de la fenêtre. Le quartier entier était mort. Pas une seule fenêtre éclairée sur les immeubles en face. Pas de phare, pas de lampadaire. Et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu avant cette nuit-là, parce qu'on ne remarque une chose que quand elle disparaît, le silence de fond d'une ville. Les réfrigérateurs qui vibrent, les ventilateurs de box, les serveurs qui ronronnent derrière les murs, les lampadaires LED qui bourdonnent, presque imperceptiblement, en permanence. Cette nuit-là, rien de tout ça. Un silence sans nom. Un silence qui n'était pas naturel. Elle a su, à cet instant précis, que ce n'était pas une panne de quartier. Arrêtez. Avant de continuer, posez-vous cette question, maintenant, pendant que vous regardez ceci. Est-ce que vous sauriez reconnaître ce silence? Est-ce que vous avez, une seule fois, éteint tous les appareils de votre appartement et simplement écouté? Non? Alors vous ne savez pas à quoi ressemble votre environnement normal. Et quelqu'un qui ne connaît pas son environnement normal ne peut pas détecter l'anomalie. C'est la base, et la plupart des gens ne la connaissent pas. Ce que Sophie a fait dans les 10 minutes suivantes, la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Pas par manque de courage, par manque de décision préalable. Elle n'avait pas un plan parfait, elle avait une règle, une seule. Fixée 6 mois plus tôt, après avoir lu les témoignages des tensions de Grenoble en novembre, ne jamais être la dernière à partir. Pas la première attire l'attention. Jamais la dernière n'a plus le choix. Elle n'a pas réveillé les enfants toutes de suite. Elle a d'abord fait le tour de l'appartement dans le noir, sans lampe torche, parce que son instructeur de self-défense lui avait dit quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié. La lumière à votre fenêtre à 2 heures du matin signale votre position à tout le quartier. Apprenez à vous déplacer dans le noir chez vous. Elle l'avait fait. 2 fois par semaine, pendant 1 mois, elle s'était entraînée à traverser son propre appartement sans lumière. Elle connaissait chaque meuble, chaque angle, chaque obstacle, leur hauteur exacte, leur texture sous les doigts, leur son quand on les frôle. En 4 minutes, elle avait récupéré 3 choses précises. Le sac, les chaussures des enfants, son téléphone. 3 choses, 4 minutes, dans le noir complet. Le sac de Sophie n'était pas un équipement militaire à 400 € avec des sangles tactiques et des patchs. C'était un sac à dos d'école, noir, sans logo visible, sans rien qui trahisse son contenu. Dedans, 3 bouteilles d'eau de 50 centilitres, jamais de grandes bouteilles, trop lourdes pour des enfants qui marchent. 6 barres énergétiques haute densité, une trousse de premier secours, les médicaments spécifiques de Camille. 2 lampes LED avec piles neuves changées le 1er de chaque mois. Pas des piles qu'on croit encore bonnes, des piles neuves, systématiquement. Du liquide. En petites coupures, jamais de billets de 50. Jamais, parce que dans une crise, personne ne rend la monnaie et tout le monde se souvient de celui qui en sort un. Et 2 jeux de clés pour la maison de sa sœur, à Brignais.
17 kilomètres au sud, 17 kilomètres, à pied, dans le noir. Avec 2 enfants. La plupart des gens s'arrêteraient là. Ils calculeraient la distance, ils regarderaient les enfants dormir, et ils entendraient cette voix. Vous la connaissez, cette voix, ça va sûrement se régler. Les secours vont arriver. Ce n'est probablement rien de grave. Sophie l'a entendu aussi, dans les 10 premières secondes après la fenêtre. Elle l'a ignoré. Parce qu'elle avait lu, pas un manuel, pas une théorie, les témoignages bruts de Lyon en 2010, de Paris en 2018, de Nice après les inondations de 2020. Et dans tous ces témoignages, il y avait une constante. La fenêtre d'action se referme. Toujours plus vite qu'on ne le croit. Les gens qui attendent le matin partent dans les pires conditions, quand les rues sont déjà pleines, quand les ressources ont déjà disparu, quand le choix n'est plus le leur. 2h31. Elle a réveillé Lucas en premier. Pas avec des mots. Elle lui a posé la main sur l'épaule, 2 fois, lentement. Leur signal. Établi des mois avant cette nuit, dans ce qu'elle appelait le jeu du silence. Lucas savait exactement ce que ça voulait dire. Lève-toi, habille-toi, ne fais pas de bruit. Attends, maman. 7 ans, il l'a fait en moins de 2 minutes. Sans un mot. Camille était plus difficile. 4 ans, arrachée au sommeil dans le noir complet, elle a pleuré. Pas fort, mais assez. Sophie l'a serrée contre elle, bouche contre son oreille, voix en dessous du murmure. On joue au jeu des aventuriers. Tu es la navigatrice. Tu dois être silencieuse comme un renard. Camille a cessé de pleurer en 10 secondes. Elle a mis ses chaussures elle-même. C'est ça, le profil Grey Mother. Pas la force brute, la conversion. Transformer la panique en rôle. Transformer l'enfant apeuré en participant actif. Un enfant qui a un rôle ne crie pas. Un enfant qui se sent nécessaire ne ralentit pas. Ce n'est pas de la psychologie douce, c'est de la gestion tactique des ressources humaines. Et dans ce contexte, vos enfants sont vos ressources les plus critiques et les plus vulnérables, ce que les manuels de survie ne vous diront jamais. Parce que les manuels de survie ont été écrits par des hommes sans enfants. 2h44. Ils ont quitté l'appartement. Sophie portait le sac. Lucas portait sa gourde et sa lampe torche. Son équipement de navigateur, il le savait. Camille était dans les bras de Sophie, enveloppée dans la veste de sa mère, tête contre son épaule, déjà à moitié rendormie. Ils n'ont pas pris l'ascenseur. Ils ont pris les escaliers de service à l'arrière du bâtiment, pas l'escalier principal qui donne sur le hall vitré, visible de la rue. Sophie avait repéré cette issue des mois auparavant, lors d'une évacuation incendie de routine. Dans les crises urbaines, les axes principaux sont les premiers à devenir incontrôlables. Les commerces, les stations-service, les épiceries de nuit, tout ce qui représente des ressources se trouve sur ces axes. Les axes attirent les gens. Les gens sous tension collective sont imprévisibles. Pas nécessairement dangereux, imprévisibles. Et l'imprévisible est ce que vous ne pouvez pas gérer. Les ruelles sont ennuyeuses. Dans ces moments-là, l'ennui est votre meilleure protection. 3h02, premier obstacle. À l'angle de la rue du Guesclin, 3 hommes. Pas menaçants, pas agressifs, debout, voix haute, téléphone levé, désorientés. Des voisins. Des gens normaux face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Sophie s'est immobilisée dans l'ombre avant qu'ils la voient. Lucas l'a regardée. Elle a fait le signe, index sur les lèvres, 2 doigts pointés à gauche. Contournement. Ils avaient répété ça aussi. 3 minutes de détour. 3 minutes qui n'avaient aucune importance. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, la discrétion n'est pas de la lâcheté, c'est de la tactique pure. Sophie n'avait rien à gagner de cette interaction. Aucune information qu'elle n'avait pas déjà. Aucune ressource à obtenir. Chaque échange inutile en situation de crise représente une triple dépense. Énergie, temps, exposition de position. Vous signalez que vous bougez. Vous signalez que vous avez un sac. Vous devenez intéressant pour des gens qui cherchent des repères dans le chaos. Le Grey Mother ne fuit pas, il sélectionne, avec une précision que la panique ne permet pas et que la préparation, elle, rend possible. Et ce qu'elle allait trouver sur le pont de la Mulatière, 45 minutes plus tard, allait tester cette précision jusqu'à sa limite. 3h19, la rue du Repos. Sophie connaissait ce nom depuis l'enfance. Sa grand-mère habitait à 2 rues d'ici, dans un immeuble ocre aux volets verts qu'on n'ouvrait jamais complètement l'été. Ce soir-là, l'ironie du nom avait un goût amer qu'elle n'avait pas le temps de savourer. Un homme sortait de son immeuble en criant dans son téléphone. Pas de colère, de peur mal déguisée. Une femme au 3e étage tenait une bougie à bout de bras, penchée sur sa rambarde, comme si la lumière d'une bougie pouvait lui rendre ses réponses.
Quelque part plus loin, un chien aboyait sans discontinuer. Ce genre d'aboiement qui ne s'arrête pas, parce que l'animal avait compris avant les humains que quelque chose n'allait pas. La ville se réveillait. Pas dans le calme, dans cette agitation sourde qui précède toujours le désordre visible. Sophie connaissait cette chronologie. Elle l'avait lue dans les témoignages de panne prolongée, pas les versions officielles, épurées, rassurantes. Les témoignages bruts, écrits à chaud par des gens qui avaient été là. La première heure, confusion. La deuxième heure, inquiétude. La troisième heure, les gens sortent dans la rue. Et quand des gens sortent dans le noir avec de la peur dans le ventre et aucune information fiable, la dynamique collective peut basculer en moins de 20 minutes. Pas nécessairement vers la violence, vers l'imprévisible. Et l'imprévisible, vous ne pouvez pas le gérer. Il lui restait peut-être 1 heure, peut-être moins. On accélère. Lucas a commencé à faiblir au bout de 40 minutes de marche. Pas de plainte. Il était trop investi dans son rôle de navigateur pour ça, trop fier de tenir son équipement correctement. Mais Sophie voyait ses épaules, légèrement affaissées. Le pas qui raccourcissait de quelques centimètres. Elle connaissait ce signe mieux que lui. Elle lui a tendu une barre énergétique sans s'arrêter, sans un mot. Il l'a prise, l'a mangée en marchant, les yeux droits devant. 7 ans. Camille dormait toujours sur son épaule. Le poids d'un enfant endormi est différent du poids d'un enfant éveillé. Plus lourd, plus mou, plus réel. Sophie sentait la chaleur de son souffle contre son cou, régulière, indifférente au monde qui s'effondrait autour d'elle. Ce n'était pas de la chance. C'était la conséquence directe d'une décision prise bien avant cette nuit, celle de préparer ses enfants sans qu'ils le sachent, si tôt, si profondément, que même le chaos ne pouvait pas les atteindre dans leur sommeil. C'est ça, la préparation réelle, pas la liste d'équipements accrochés au mur. Les décisions difficiles, prises à froid, longtemps avant la crise, pour ne pas avoir à les prendre à chaud, sous pression, dans le noir. Les manuels n'écrivent pas ça, parce que ça demande d'avoir réfléchi à des choses inconfortables. Et la plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Les situations réelles ne leur laissent pas ce choix. 3h47. Le pont de la Mulatière. Sophie l'avait identifié 6 mois plus tôt, sur une carte, un soir ordinaire. Son mari regardait du sport à la télévision. Elle était assise à la même table, son téléphone à la main, à tracer mentalement des itinéraires d'évacuation vers Brignais. Il avait jeté un œil à son écran. « Tu regardes trop de vidéos de survie. » Il avait souri. Elle avait refermé l'application sans répondre. Cette nuit-là, sur le pont de la Mulatière à 3h47, elle a pensé à lui. Ah. Le pont était le seul passage viable pour rejoindre Brignais sans longer l'autoroute sur plusieurs kilomètres. Et les ponts, dans les crises urbaines, sont des points de pression naturels. Les gens s'y regroupent parce que les ponts sont des repères, des passages obligés, des endroits où l'on se sent encore orienté quand tout le reste a perdu sa logique. De loin, dans l'obscurité, Sophie a compté. 5 silhouettes, 2 immobiles appuyés sur le parapet, 3 qui marchaient dans sa direction. Elle s'est arrêtée dans l'ombre d'un porche. L'odeur de pierre humide. Lucas s'est collé contre elle sans qu'elle le demande. Il avait appris à lire sa posture, la légère tension dans ses épaules qui voulait dire « attends ». 2 options. Contourner par le pont suivant, 2 kilomètres supplémentaires, 40 minutes de plus avec un enfant épuisé et une ville qui se réveille derrière elle. Ou passer maintenant. Elle a pris sa décision en 8 secondes. Voilà ce que vous devez comprendre sur la traversée d'un point de pression. Et retenez ça, parce que c'est le genre de détail qu'aucun guide grand public ne vous donnera. Sur un point de passage à 4 heures du matin, la perception de la menace est rarement liée aux individus présents. Elle est liée à la manière dont vous interagissez avec eux. Ceux qui longent les murs, qui évitent le regard, qui accélèrent brusquement, ces gens-là deviennent intéressants. Ils signalent qu'ils ont quelque chose à protéger, et quelqu'un qui cherche des repères dans le chaos fixe naturellement son attention sur ce qui se distingue. Un groupe qui marche avec un but apparent, une femme, 2 enfants, un sac ordinaire, est invisible, parce qu'il ressemble à n'importe qui rentre chez soi. Il n'y a rien à regarder. Sophie a ajusté Camille sur son épaule. A pris Lucas par la main, pas en le tirant, naturellement, comme on tient la main d'un enfant qui marche. Et ils ont traversé le pont. 4 minutes et demie. Une femme leur a jeté un regard. L'un des hommes a regardé le sac. 2 secondes, pas 3. Sophie n'a pas accéléré le pas. Elle n'a pas regardé ses pieds. Elle n'a pas regardé l'homme non plus. Elle a regardé l'autre rive. Ils ont passé le pont. Partagez ça avec les personnes avec qui vous comptez traverser ce genre de nuit. Pas dans 6 mois. Maintenant. Parce que ce que je viens de vous décrire, ces 8 secondes de décision devant un pont, cette traversée sans hésitation, ça ne s'improvise pas à 4 heures du matin. Ça se construit avant.
Une personne non préparée dans votre groupe prend ses décisions à l'instinct. Et les décisions à l'instinct, dans ces moments-là, se voient. Elles se lisent sur le corps. Et elles peuvent transformer une traversée invisible en quelque chose de très différent. 4h22. Les faubourgs sud. La densité urbaine s'effaçait. Les immeubles laissaient place à des pavillons, des haies, des portails fermés. Moins de bougies aux fenêtres, moins de voix. L'air avait changé de texture, plus froid, plus léger, avec cette odeur d'herbe mouillée et de terre qu'on oublie complètement quand on vit en ville depuis trop longtemps. Lucas a dit, très bas, « Maman, on est presque là. » Encore un peu, navigateur. C'était la première phrase complète qu'il prononçait depuis qu'ils avaient quitté l'appartement. 2 heures de silence, à 7 ans, dans le noir, en terrain inconnu, en suivant sa mère sans comprendre entièrement ce qui se passait, sans poser de questions, sans réclamer d'explications. Pensez à ça. Pensez à ce que représente un enfant capable de ça. Pas parce qu'il est exceptionnel, pas parce qu'il est plus courageux que les autres, parce qu'on lui a construit, mois après mois, une architecture de réflexes. Des jeux qui n'en étaient pas vraiment. Des répétitions déguisées en aventure. Des signaux répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Ce n'est pas de l'équipement. Ce n'est pas un kit de survie. C'est du temps investi avant la crise pour ne pas avoir à improviser pendant. La préparation n'est pas une liste. C'est une architecture. Et les architectures se construisent longtemps avant qu'on en ait besoin. 4h51. Brignais. La lumière était allumée derrière les volets, groupe électrogène, reconnaissable à son léger bourdonnement sourd qui filtrait à travers la porte. La sœur de Sophie, Claire, avait entendu les premières informations sur une radio à pile 2 heures plus tôt. Elle avait préparé du thé. Elle n'était pas surprise. Elles avaient un protocole, pas sophistiqué. Une règle établie lors d'une conversation ordinaire, un dimanche autour d'un café. Si Lyon s'éteint, tu viens ici, je t'attends. Une phrase, prononcée une fois, retenue par les deux. Lucas a mangé 2 tartines en silence, puis s'est endormi sur le canapé, la lampe torche encore dans la main. Camille ne s'était pas réveillé de tout le trajet, son souffle régulier, son visage détendu, comme si rien de tout ça ne l'avait jamais atteinte. Sophie s'est assise à la table de cuisine, les mains autour de sa tasse, la chaleur de la porcelaine contre ses paumes, la première sensation physique simple sans calcul, depuis des heures. Et pour la première fois depuis 2h17, elle a laissé son corps enregistrer ce qui venait de se passer. 2h34. 17 kilomètres, 2 enfants, 0 incident. Elle a pensé à son mari. À cette phrase, 6 mois plus tôt. Tu regardes trop de vidéos de survie. Elle n'a pas souri, mais presque. Le danger n'était pas dans la rue. Il était dans les 10 premières skis en minute, dans cette voix intérieure qui lui disait d'attendre. Que ça allait se régler. Que bouger dans le noir avec 2 enfants était trop risqué, trop incertain, trop difficile. Cette voix, vous la connaissez. Vous l'avez déjà entendue, dans d'autres contextes, pour d'autres décisions. Elle a toujours l'air raisonnable. Elle a toujours une logique apparente. C'est votre ennemi le plus dangereux. Pas la panne, pas la rue, pas les silhouettes sur le pont. La complaisance fait plus de dégâts que n'importe quelle crise. Parce que la crise vient de l'extérieur, vous pouvez vous y préparer. La complaisance vient de l'intérieur. Et elle travaille silencieusement, longtemps avant que la lumière s'éteigne. Sophie avait un sac. Elle connaissait ses itinéraires. Elle avait entraîné ses enfants sans qu'ils le sachent. Elle avait identifié le point critique sur une carte un soir ordinaire pendant que son mari regardait du sport. Et quand la nuit est tombée d'un coup sur Lyon, elle n'avait pas eu à réfléchir à ces choses-là. Elle les avait déjà résolues. Vous avez maintenant l'intelligence. Ce que vous en faites, c'est votre décision. Mais vous avez été briefé.